David Le Breton, bonsoir. Et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Nous allons, pendant cette heure d'Agora des Savoirs, nous rencontrer et s'octroyer le grand luxe, parce que ça, c'est ce que j'ai compris après la lecture de votre ouvrage, de converser. Nous allons converser. Un petit clin d'œil donc au titre d'un de vos deux ouvrages. Les deux ouvrages dont on va se parler ce soir sont parus aux éditions Métayer. Vous pourrez les retrouver à la sortie. C'est la librairie Fière de Lettres. Et puis David, vous signerez les ouvrages. Voilà. Alors, le premier ouvrage, il s'intitule La fin de la conversation, point d'interrogation. La parole dans une société spectrale. Et le second, qui vient, lui, de sortir plus récemment en cette rentrée, les deux sont sortis cette année quand même, s'intitule Cicatrice, la mémoire dans la peau. Avant cela, je rappelle que vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg, membre senior de l'Institut universitaire de France et membre de l'Institut des études avancées de l'Université de Strasbourg aussi. Alors, beaucoup de vos ouvrages, de vos travaux ont été publiés et on pourrait dire globalement, parce qu'on va pas essayer d'être exhaustif, que vous avez très largement travaillé sur les conduites à risque, les expériences limites, la douleur, mais aussi sur le pouvoir et les bienfaits de la marche à pied, ainsi que sur les pouvoirs et les bienfaits du rire. Vous êtes donc un grand observateur de notre espèce. Alors, avant que nous entrions au cœur de vos deux ouvrages et on commencera par la fin de la conversation. J'aimerais vous demander quelles sont les missions du sociologue, de l'anthropologue. Qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? Quels sont les outils? Et comment est-ce qu'on choisit les sujets sur lesquels on va travailler? Merci Marie-Pierre, merci à toutes et à tous d'être venus aussi nombreux ce soir. Je suis un peu touché, très touché plutôt, et un peu étonné. Voilà. Donc oui, vous m'avez posé plusieurs questions à la fois. Pour moi, il n'y a pas de différence entre sociologie et anthropologie. Donc en ce sens, je suis pas très académique évidemment, mais simplement je me réfère à l'histoire des sciences sociales, par exemple en France, où les fondateurs de la sociologie ont été aussi les fondateurs de l'anthropologie. À commencer par Durkheim, par exemple, qui a une œuvre de sociologue, mais aussi qui a énormément réfléchi, par exemple, sur le fait religieux ou sur d'autres thèmes. Et puis Marcel Mauss, c'est encore plus révélateur, parce que on a du mal à trouver chez Marcel Mauss des études sociologiques au sens vraiment d'une sociologie sociologisante, entre guillemets. Presque tous les travaux, tous les grands articles de Marcel Mauss relèvent vraiment de l'anthropologie. L'anthropologie des émotions, l'anthropologie des techniques du corps, l'anthropologie du don et de la dette, etc. Voilà. Et puis, je dirais la même chose pour la sociologie allemande, avec Max Weber ou Georges Simmel, par exemple, ils sont considérés aussi comme des cofondateurs de la sociologie, mais leur travail relève davantage de l'anthropologie. Pour Max Weber, une anthropologie du protestantisme dans l'invention du capitalisme. Et puis Simmel, qui a écrit sur tellement de sujets merveilleux comme l'aventure, la coquetterie, le Rembrandt. Enfin, l'impression que Simmel n'a pas pris une ride d'une certaine manière. Il écrivait au début du XXe siècle et aujourd'hui on trouve ses livres partout. Et voilà, Durkheim n'aimait pas du tout Simmel d'ailleurs. On lit beaucoup plus aujourd'hui Simmel dans le monde entier qu'on ne lit Durkheim. Et puis pour ma part, je suis très proche de l'école de Chicago, de l'interactionnisme symbolique, c'est-à-dire des sociologues des années 20 qui ont travaillé dans cette immense mégalopole qui était déjà Chicago, avec la volonté de changer quelque chose du monde qui les environnait. C'était beaucoup des fils de pasteurs très engagés dans la société. Et ils faisaient pas du tout du militantisme, mais en tous les cas, en essayant de comprendre la ville, les mégacités qui commençaient à émerger, leur volonté était quand même de contribuer à une diminution de l'injustice, à une intégration des innombrables migrants de l'époque qui venaient d'Italie, qui venaient de Pologne, qui venaient de beaucoup de pays européens. Voilà, je me sens profondément d'ailleurs dans cette filiation-là. J'ai écrit d'ailleurs un petit livre sur l'interactionnisme symbolique au PUF. Il y a pas de femmes d'ailleurs, mais il faut dire qu'il a fallu très longtemps pour l'anthropologie a été davantage hospitalière aux femmes avec notamment l'université
la grande université, voilà, comme je suis fatigué, je vais avoir des trous de mémoire, mais la grande université de New York, avec notamment Margaret Mead dans les années 20, grande classique, Ruth Benedict, etc. Les plus grands noms de l'anthropologie, d'ailleurs, pendant longtemps aux États-Unis, c'était des femmes. Mais la sociologie était plus représentée par des hommes, mais des hommes qui, pour moi, ont une démarche vraiment d'anthropologue plutôt que de sociologue, au sens, je sais pas, d'un Bourdieu ou autre, où on comparerait avec des statistiques ou des trucs. Ça ne m'a jamais, pour ma part, intéressé. J'essaie plutôt de comprendre la condition humaine, mais en tant qu'elle est située, datée, dans des contextes précis. Alors une autre de vos questions, Marie-Pierre, c'est ça, sur les outils et comment vous choisissez vos sujets. Alors les outils, évidemment, ils sont différents parce que j'ai écrit beaucoup de livres. Évidemment, il y a un certain nombre de mes livres qui reposent sur d'innombrables observations, d'innombrables interviews. Tout ce que j'ai écrit sur les conduites à risque des jeunes, sur les souffrances adolescentes, là, il y a peut-être plus de 1000 entretiens. J'ai une armoire entière d'interviews parce que j'ai beaucoup travaillé avec les étudiants de sociologie. Ça faisait partie de leur formation, d'ailleurs. Ils étaient notés là-dessus. Donc, quand je suis revenu à Strasbourg après un détour par Nanterre, j'ai immédiatement lancé une enquête interannée autour du rapport au risque chez les toutes jeunes générations autour de Strasbourg ou en Alsace, et chaque étudiant devait faire je construisais avec eux une grille d'entretien, et puis je répondais à leurs questions sur comment on mène une enquête, etc. Donc c'était un travail d'ailleurs merveilleux qui a duré pendant très très longtemps, plusieurs décennies quasiment. Et donc, chacun faisait 5 entretiens. Il y avait chaque année au moins, mon enquête avait beaucoup de succès, donc il y avait 60-70 étudiants chaque année. Et voilà, tout ça, ça s'est accumulé dans mes armoires. Et quand j'ai écrit plusieurs de mes livres sur les conduites à risque, donc s'appuie sur ces innombrables entretiens, sans compter évidemment les innombrables rencontres que j'ai eues moi-même avec des parents paumés, avec des travailleurs sociaux, avec des médecins, des pédopsychiatres, etc. Parce que ça a commencé très vite, parce que mon premier livre sur le sujet, c'était Passion du risque, qui remonte à début 90, et immédiatement j'ai été invité à intervenir dans plein de structures qui s'occupent des jeunes générations un peu paumées. Et puis mon travail sur la douleur est aussi fondé. J'ai écrit 3 livres sur la douleur, dont le dernier sur la douleur chronique. Par exemple, dans le dernier sur la douleur chronique, il y a 150 entretiens. J'en ai fait moi-même une 50aine, et puis j'ai eu les moyens d'embaucher une postdoc et de financer une thèse aussi sur la fibromyalgie. Et puis tout ça, ça fait des matériaux pour la compréhension, pour l'analyse, sans compter évidemment le fait que j'ai beaucoup travaillé avec le centre antidouleur de Strasbourg, avec du temps de André Muller, qui m'avait ouvert ses portes immédiatement quand je le lui ai demandé, même dans les années 92-93. Et j'ai beaucoup fréquenté donc l'hôpital en tant qu'observateur. J'ai beaucoup interviewé aussi des personnes qui venaient au centre antidouleur pour essayer de résoudre des problèmes de douleur chronique. Voilà, donc comme ça, dans un travail comme le mien, il y a des travaux qui exigent une enquête au sens classique du terme, observation, entretien, et puis après, évidemment, analyse. Il y en a d'autres pour lesquels ça n'aurait aucun sens. Quand j'ai écrit, par exemple, mon anthropologie de la douleur ou mon livre sur le visage, pour moi, ça n'avait absolument aucun intérêt d'aller interviewer les gens pour leur demander quel est le rapport que vous avez avec votre visage, ou à quel moment souriez-vous. Je me serais senti absolument ridicule, parce que tout simplement, je suis aussi un observateur de tout ça depuis que je suis gamin, d'une certaine manière, puisque le sourire m'a toujours troublé, mais aussi le visage. J'ai grandi avec un émerveillement, d'une certaine manière, des différences du visage, et puis comment les visages incarnaient profondément les personnes. Voilà, donc j'avais suffisamment de matériaux. Et puis, vous savez aussi que j'utilise énormément la littérature et le cinéma. Tout à fait. C'est très présent dans les deux ouvrages. Évidemment, ce qui me met un peu en porte-à-faux aussi avec un certain académisme sociologique. Je crois que beaucoup de mes collègues trouvent que la littérature est méprisable et n'apprend absolument rien. Moi, j'ai énormément appris de la littérature, et je cite sans doute autant d'écrivains que de sociologues ou d'anthropologues ou d'historiens ou autres. Je cite aussi beaucoup de cinéastes.
Alors la littérature, parce que dans la littérature, on a tous les éléments de l'analyse sociologique. Vous avez un contexte et vous avez un écrivain qui décrit ce qui se passe à l'intérieur de ce contexte. Donc il va décrire, par exemple, l'apparition des sourires chez les uns et chez les autres, et immédiatement on comprend qu'il y a une polysémie, par exemple, du sourire. Il y a des sourires de mépris, de haine, d'adhésion, de jubilation, etc. Donc voilà, on a un matériau absolument fabuleux. Et puis je suis un grand cinéphile, je suis passionné de cinéma depuis toujours. Je vois sans arrêt énormément de films, et pas les blockbusters évidemment d'aujourd'hui, sauf d'un point de vue sociologique, pour voir ce qui se passe. Mais par contre, l'histoire du cinéma, je l'ai profondément en tête. Donc dans beaucoup de situations, j'ai des scènes de films de Bergman, Fellini ou Nicolas Ray, John Ford ou autres, et donc tout ça vient nourrir aussi mes analyses. Et puis l'autre question, c'était pourquoi on choisit. C'est ça, c'était le sujet. Alors j'imagine que on choisit pas de la même manière quand on est un jeune sociologue qui débute, et puis à la place qui est la vôtre aujourd'hui. Ouais, je sais pas, parce que j'ai l'impression. Il y avait une logique en tous les cas. Il y a une logique. Oui, parce que j'ai pas. Non, comme je dis parfois, j'ai jamais écrit pour faire carrière, quoi. Finalement, les choses sont très bien passées pour moi, un peu par hasard, parce que je venais quand même de très très loin à cet égard. Mais mes livres ont eu la chance d'être beaucoup lus, et puis finalement de me donner une petite notoriété qui fait que j'ai pu être invité à droite et à gauche. Et puis mener une carrière, voilà. Alors pourquoi j'ai travaillé sur le corps? L'anthropologie du corps est l'un des grands axes de mon travail, parce que j'étais simplement un jeune très très mal dans sa peau, qui avait du mal à trouver un sens à sa vie. Bon, je vais pas vous raconter tout ça, ça nous emmènerait trop loin. Mais il m'a fallu longtemps pour trouver ma place, entre guillemets. Je suis pas sûr de l'avoir trouvé encore. Mais je dis, mais c'est bien d'être un chercheur. Hein. Quand on est un trouveur, on n'a plus rien à dire. Alors je continue à chercher. Et puis les conduites à risque, c'est parce que moi-même j'ai traversé les conduites à risque quand j'étais plus jeune. Ça m'a emmené très loin au Brésil, dans un désir de ne plus jamais rentrer en France. Bon, finalement, je suis rentré. Et puis après, j'ai eu envie de comprendre pourquoi, en toute connaissance de cause, on met sa vie en danger, en sachant qu'on peut périr. Voilà. Et donc, j'ai commencé à analyser tout ça. Après, j'ai écrit je vais aller plus vite parce que sinon on n'en finira pas. Vous allez me poser une seule question. Non. Ce sera pas une conversation, mais un soliloque. Oui. Mais après, j'ai écrit mon livre, la première édition de mon anthropologie du visage. Ça devait être 92-93. À ce moment-là, j'avais un poste à l'université. Les choses allaient relativement bien. Je me suis dit, bon, finalement, je me suis réconcilié avec les turbulences du monde. Et puis, finalement, pas vraiment, parce qu'après, j'ai redémarré sur d'autres sujets durs, et puis, revenu sur les conduites à risque, sur la douleur, etc., etc. En tous les cas, il y a une profonde incarnation de tout mon travail, quoi. Même les deux derniers, on le sent. La conversation, évidemment, c'était un livre presque pas de colère, mais d'étonnement, de stupeur devant un monde. C'est ça. On y vient. Alors, la fin de la conversation, La parole dans une société spectrale, sortait au printemps dernier. Je dirais qu'il questionne alors la place qu'on a laissée au numérique dans notre société et plus précisément même un phénomène d'addiction, plus particulièrement avec nos téléphones, et que c'est par là que vous nous permettez de comprendre assez finement la différence entre la communication et justement la conversation. Ça m'aura marqué. C'est un livre qui dresse un constat plus qu'alarmant, évidemment. Le choix du titre formulé en question, est-ce que c'est une façon de nous dire que vous ne nous jugez pas quand même ? Oui, c'est très important que vous disiez ça, parce que je ne suis pas du tout un moraliste, je ne fais pas de direction de conscience, je ne suis pas un théologien, j'essaie de comprendre. Et pour moi, la sociologie, l'anthropologie, c'est comprendre et ne pas juger. Surtout que je travaille pas sur l'extrême droite, sur des sujets qui mériteraient quand même qu'on porte des jugements. Donc les sujets qui sont les miens, j'ai pas vraiment. Et là, je ne suis absolument pas en position de juger sur, en effet, cette espèce d'addiction massive mondiale du smartphone. Je la constate. C'est vrai que le livre a été un moment de surprise pour moi, parce qu'il y a peut-être un an, un peu plus d'un an, je n'aurais jamais pensé l'écrire. J'avais commencé par un article dans Le Monde, c'était en janvier, je crois, il y a un an et demi, dans ces eaux-là,
qui était une réaction entre guillemets au fait que j'avais l'impression qu'il n'y avait plus personne dans les rues de Strasbourg ou d'ailleurs, mais que tout le monde avançait hypnotisé par son téléphone portable. Et donc j'ai écrit un texte qui m'a valu beaucoup de mails, de réponses positives. Et puis comme ça a continué à me travailler, j'en ai réécrit d'autres. Et puis à un moment donné, puis il y a eu aussi une rencontre en Italie qui a été assez importante. On m'avait demandé de parler de la fin de la conversation justement après la lecture de l'article sur Le Monde, dans une salle immense, et j'étais sidéré de la manière dont ma parole était reçue, et pas du tout avec critique haute, parce qu'on peut se dire critiquer le smartphone aujourd'hui, on va se faire descendre, parce que c'est tellement omniprésent que plus personne ne pense cette espèce de dévoration de la vie quotidienne, mais pas du tout. Et là, je suis sorti de cette réunion, de ce festival en Italie, en me disant il faut vraiment que j'écrive un truc là-dessus, parce que ça me travaille énormément. Puis je vois qu'il y a une résonance incroyable de la part des gens qui viennent nous écouter. Voilà. Et donc j'ai écrit en quelques mois finalement ce livre. Quand je le relis pour travailler, j'ai refeuilleté en tous les cas dans le train tout à l'heure pour me préparer à notre échange. Je changerai pas une ligne. En effet, il y a eu une nécessité intérieure de l'écrire. Qui m'a pris de court, alors que mon livre sur les cicatrices était écrit bien avant. Okay. On pourrait se dire, mais quel est ce gars qui a écrit 2-3 bouquins à la fois? Non, il y a un hasard éditorial, parce que les cicatrices étaient en attente de publication depuis au moins 2 ans, et il n'y avait pas eu l'opportunité. Anne-Marie Métellier avait publié avant mon livre sur Marcher la vie. Parce que c'était la fin du Covid, et enfin le retour en tous les cas à une mobilité qui n'était plus restreinte. Et puis là, il y avait donc les cicatrices. Mais quand Anne-Marie Métellier a vu la conversation, elle m'a dit on va faire paraître la conversation avant, et on va retarder. On a décalé la sortie des cicatrices. Alors sur le titre, vous et puis sur l'intégralité du propos évidemment, mais donc vous l'avez dit brièvement là il y a quelques secondes, société spectrale, ça définit nos attitudes maintenant où on est chacune aspiré complètement par son téléphone, et effectivement on se cogne, on prête plus attention au regard, etc. Mais il y a une notion que je voudrais que pour la salle vous redéfinissiez, parce que vraiment je crois qu'elle est en train de nous échapper. C'est la conversation. Comment vous définissez la conversation et quelle est sa place dans la société en fait? Enfin, quelle a été, on va pas refaire l'histoire, mais donc elle s'appauvrit, ça on comprend. Mais comment est-ce que vous définissez la conversation? Alors pour moi, la conversation, c'est d'abord non seulement un face-à-face, mais un visage à visage, les yeux dans les yeux. Même quand on marche avec quelqu'un, même quand on est dans la forêt ou ailleurs et qu'on parle avec quelqu'un, régulièrement on se tourne vers l'autre pour avoir son assentiment, pour voir comment nos propos sont reçus, etc. Donc la conversation, c'est le visage. C'est aussi une attention à l'autre. On est dans l'écoute également. On est attentif aux mimiques qui traversent et qui nous disent si ce qu'on dit est en résonance ou blesse ou touche ou pas. Il y a aussi l'incertitude de la conversation. C'est-à-dire quand on commence à parler avec quelqu'un, on ne sait jamais très bien à quel moment on va s'arrêter, on ne sait pas très bien quel thème on va aborder. Il y a cette incertitude, la vie qui va d'une certaine manière. Il y a donc, il y a la présence du corps. Il y a la présence du silence. Le silence, voilà, qui est fondamental, parce que dans la conversation, vous avez les temps de pause. Il y a quelques secondes de pause parce qu'on reprend son souffle, on essaie de comprendre la parole de l'autre, on médite ce qu'on va dire, etc. Donc là, toute prise de parole est un va-et-vient entre le silence et la voix. Et donc là, le silence a sa place dans la conversation. Et quand on est dans une relation d'amour ou d'amitié ou de confiance, on peut se taire avec l'autre sans que ce soit une gêne. Des marcheurs, par exemple, peuvent avoir des grandes conversations, puis tout d'un coup s'arrêter pendant un quart d'heure et puis reprendre la conversation. Mais même à la table d'un café avec des proches, on peut s'arrêter soudain, regarder le monde environnant. Voilà. Dans la conversation, il y a aussi le partage d'une sensorialité.
C'est-à-dire, on est ensemble, donc on voit ce qui se passe dans la rue, dans les tables à côté du café où on est assis, etc. Donc, à un moment ou un autre, on va dire, bah, dis donc, t'as vu ce qui s'est passé dans la rue, c'est bizarre, etc. Il y a un partage. La communication, il y a plus de corps, évidemment, il y a plus de visage, parce que on peut pas du tout considérer la petite vignette qui apparaît sur l'écran comme un visage, parce qu'il y a d'abord les yeux ne sont plus là, je veux dire, quand on croise plus les yeux de l'autre sur son écran, évidemment, ça n'a pas de sens de dire ça. Donc il y a un simulacre de visage, il y a plus de corps, je disais, il y a plus d'attention, parce que on sait bien quand on voit des gens qui parlent dans la rue, combien l'attention est flottante, combien des fois ils font autre chose tout en menant leur conversation. Donc on est dans le zapping et dans le flottement en tous les cas. Donc perte de l'attention, il y a le silence n'existe plus. Oui. Parce que là, si vous restez quelques secondes sans rien dire derrière votre téléphone, vous allez vous dire mais je t'entends plus, ça passe plus, c'est la panne quoi. Le silence, ça s'appelle la panne dans le monde du numérique, et ça n'a plus, on n'est plus vraiment dans la condition humaine, enfin dans le cœur battant de nos vies personnelles, on est vraiment dans l'univers de la technique. Voilà, je suis en train sans doute d'oublier d'autres choses Une question m'a traversée en vous lisant, parce que je me suis demandé, alors l'addiction est un comportement profondément humain, voilà, mais je me suis demandé si cette addiction à cet outil-là aurait pu intervenir à n'importe quelle époque, ou quel est le terreau en fait de ce nouveau besoin. Oui, c'est une question intéressante, mais je vois pas d'autres. Il a fallu énormément de temps, par exemple, pour que la voiture devienne un instrument extrêmement banalisé. Parce que la voiture, évidemment, coûtait très cher pendant longtemps. Donc c'était plutôt au début du XXe siècle les vélos qui étaient présents. Le téléphone, on peut pas dire qu'il a eu vraiment un succès prodigieux. C'était un étonnement. Je me rappelle encore moi-même où j'étais étudiant quand mes parents ont eu leur premier téléphone. C'était toute une aventure, évidemment, mais il y avait pas non plus d'addiction au téléphone. J'ai pas souvenir de ça. On s'appelait quand il y avait besoin de s'appeler, mais voilà. Et puis le téléphone portable déjà a été une première rupture, puisqu'on voyait de plus en plus quand même de gens qui parlaient tout seuls dans la rue. À l'époque, ça surprenait, et je vous rappelle que on était nombreux à faire des jugements de valeur, à ridiculiser ces personnes. Aujourd'hui, non, on va plutôt être troublé par quelqu'un qui avance les mains dans les poches et le nez au vent en train de regarder les villes, parce que ce sont des personnages un peu des anomalies dans le paysage contemporain. Mais la puissance du smartphone, ça a été évidemment de son coût relativement bas, et puis surtout Internet, parce que Internet, ça arrive vers 2008, 2009, dans ces eaux-là, et ça va donner le monde entier entre les mains de milliards de gens, parce que évidemment, il faut pas imaginer qu'en France nous soyons une exception. Moi, qui suis un très grand voyageur, où qu'on soit dans le monde aujourd'hui, vous avez des gens qui sont derrière leur téléphone, qui ne voient plus personne autour d'eux, ou vous êtes devant des marchands ou des vendeurs ou des administrateurs qui sont en train de regarder leur portable et qui voient pas que vous êtes là. Donc vous devez tousser un peu pour qu'ils reviennent à leurs responsabilités, etc. Voilà, donc il y a ce problème-là et le fait aussi de faire. À mon avis, il y a eu une rencontre entre l'individualisation de nos sociétés qui commence vraiment dans les années 90, qui devient une hyper-individualisation dans le monde d'aujourd'hui, et le smartphone nous a permis de faire l'économie de l'autre. L'autre devient facultatif. On a de moins en moins besoin des autres autour de soi, puisqu'on a le monde dans sa poche d'une certaine manière. Toutes les questions qu'on se pose, on peut les résoudre immédiatement. Si on a un problème de panne chez soi ou de réparation, autrefois on allait voir l'artisan du coin. Maintenant, on va regarder sur Internet quel est celui qui va, voilà, s'ils viennent, parce que vous voyez bien qu'il y a en fait de plus en plus de trucs à distance également. Enfin, le numérique est en train de dévorer nos vies de façon terrifiante, de supprimer des millions d'emplois à travers le monde. Alors, on y vient, c'est une lecture terrible, parce qu'en fait, c'est une lecture pendant laquelle on se dit, mais comment je vais faire? C'est tellement moi, ce livre parle tellement de moi, et en même temps, je sais que c'est plus fort que moi. Et en même temps, et parallèlement, on est quand même dans une société avec un plan national qui dit 2025, il n'y a plus de papier. Ça veut dire que
toutes les personnes doivent être en capacité, par exemple, de remplir leur fiche d'impôt sur Internet. Je veux dire, là, vous citez des corps de métier qui râlent que pendant qu'on leur prodigue, par exemple, vous parlez des coiffeurs qui peuvent râler parce que avant les gens leur parlaient pendant qu'ils leur coupaient les cheveux. Aujourd'hui, les gens regardent leur téléphone. Et en même temps, le même coiffeur a remplacé sa standardiste par une application qui permet de prendre le rendez-vous par Internet, en fait. Comment on va faire ? Oui, non, c'est pour ça que je parle d'une colonisation par le numérique. Il y a d'innombrables activités de la vie quotidienne aujourd'hui qui exigent en effet le smartphone. Et même on a vu au moment des Jeux Olympiques de Paris, les gens qui habitaient certaines rues devaient avoir un code un QR code, un QR code pour pouvoir passer. C'est-à-dire, on n'a plus le choix. On avait le choix de pas avoir de voiture, par exemple, de pas avoir de télévision. On est sans doute nombreux dans ce genre dans ce cas de figure. C'est plus possible aujourd'hui de ne pas avoir de smartphone. Voilà. Même vous allez dans un musée, vous avez des tas d'explications où il y a marqué flasher le code pour connaître l'histoire de la toile, l'histoire du peintre, etc., etc. Vous allez dans certains restaurants, il y a plus de menu. Et on vous dit, voilà, vous dites, mais oui, mais je sais pas comment marche le flash code, donc, voilà, alors le gars est obligé de sortir son truc et de vous montrer, mais il y a plus de papier, en effet. Alors pour les impôts, ça fait déjà belle lurette, et puis, mais ça s'accentue, en effet, mais il y a des milliers. Dans les gares, il y a quasiment plus de guichetiers, donc, quand on entre à la gare, on nous dit, il y a des machines, vous dites, moi je veux rencontrer quelqu'un. Vous dites, mais non, ça ira plus vite, allez, je vais vous aider sur la machine, etc. Bon. Mais c'est partout comme ça. Effectivement, il y a on a de moins en moins d'interlocuteurs, c'est-à-dire le lien social ne cesse de se détériorer autour de nous. Et puis quand on est perdu, quand on a du mal à remplir ses papiers, m'est arrivé il y a encore pas longtemps où j'ai perdu un long moment. C'était tout simplement pour aller d'ailleurs sur mon compte, sur Flying Blue, Air France. Ça paraît d'une banalité déconcertante, mais c'était bloqué. Je suis resté au moins 3/4 d'heure sans pouvoir accéder. Air France voulait absolument que je change mon code. J'en ai ras-le-bol d'avoir des dizaines de codes. Je crois qu'on est saturés les uns et les autres par tous les codes qu'il faut sans arrêt refaire et nos listes interminables, etc. Bon, j'ai paumé du temps. Alors que je me rappelle quand j'allais acheter les billets dans les bureaux de Air France, on discutait avec les personnes qui nous accueillaient. On trouvait qu'il y avait d'autres possibilités de voyage. Enfin bon, voilà. Mais tout ça disparaît. Il n'y a plus de bureaux pour des milliers de choses comme ça. Le numérique, donc voilà, la liquidation du corps, la liquidation de la personne prend le pas, et la rentabilité, enfin un fantasme en tous les cas de rentabilité, d'efficacité, de vitesse, qui est à mon avis qui fonctionne qui fonctionne pas toujours, qui est pas humain. Enfin, et puis en plus qui nous rend, qui détruit l'épaisseur justement du lien social. Votre ouvrage repose sur 18 chapitres. Le dernier s'appelle Ouverture et il est encore une fois vous renouvelez le fait que vous ne jugez personne et que vous vous placez vraiment en observateur de la société et de nos comportements. Est-ce qu'un retour arrière, non, c'est pas possible, mais la fin de l'excès, de cet excès-là, est-ce que ça passerait selon vous par un effondrement ou par quelque chose d'un peu plus solaire ? Qu'est-ce qu'il va falloir pour qu'on se sorte de cette addiction ? Non, je crois qu'il n'y a on va pas aller chez la dictologue du téléphone. Il n'y a de solution qu'individuelle, hein, évidemment. Donc on peut avoir un usage raisonné entre guillemets de son portable. Moi j'en ai un quand même, hein, mais je sais pas. Je regarde mes mails, enfin uniquement pour les mails. Je suis sur aucun réseau social et j'ai aucune envie d'y être. Et donc je regarde mes mails de temps en temps, mais je vais pas les regarder toutes les demi-heures parce que je trouve ça complètement débile. Donc j'attends quelques heures. Je reçois évidemment énormément de mails des étudiants, d'autres. Bon, mais j'attends le soir éventuellement en me disant je vais régler ça ce soir. Et quand je marche, comme disait Montaigne, quand je dors, quand je danse, je danse. Voilà, quand je marche, je marche. Quand je me balade dans les rues de Montpellier, j'ai pas du tout envie de regarder mon portable toutes les 5 minutes. Je m'en fous. J'ai envie de regarder la ville et autres. Donc oui, ça, c'est un usage raisonné. Vous et moi faisons partie quand même des gens qui ont connu les deux. Et on peut les deux époques en fait. On a connu une partie de notre vie sans. Et du coup on peut. Mais alors ça pose question pour ceux qui sont nés avec.
Oui, c'est ça. Oui, je dis parfois, on sait ce qu'on a perdu quand on a un certain âge, entre guillemets, où on se souvient de l'épaisseur du lien social. Et quand je regarde, d'ailleurs, je vous ai dit combien j'étais un grand cinéphile, quand je revois les films de Renoir, de Carnet, des grands cinéastes de ces années 30, 40, 50, on sent qu'il y a énormément d'échanges. Les voix déjà ne sont pas les mêmes, les corps ne sont pas les mêmes. On a l'impression que ça passe de partout. On regarde un film aujourd'hui, même un très bon film, même si c'est Bertrand Tavernier ou d'autres, on voit qu'il y a beaucoup de distance, il y a beaucoup de méfiance, c'est plus les mêmes voix, c'est plus les mêmes corps. Donc on voit comment le monde change, évidemment. Bon, il s'agit pas d'être dans la nostalgie, évidemment, des années 30 ou 40, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Mais en tous les cas, moi je me souviens d'un monde où il y avait énormément d'amitié, il y avait énormément d'échanges. Je me souviens d'une université où, quand j'étais étudiant, où il y avait des débats absolument partout sur tous les sujets. On n'en finissait pas de refaire le monde, etc. Aujourd'hui, quand je déambule dans les couloirs de l'université, tous les étudiants sont derrière leur portable. Quand vous en voyez un qui lit, vous avez envie de vous arrêter pour lui dire merci. L'honneur est sauf. Mais il y a 200 étudiants qui bloquent d'ailleurs les couloirs parce qu'ils se rendent pas compte, évidemment, c'est une certaine forme d'autisme social. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'ils bloquent parfois des passages en s'arrêtant net pour envoyer leur message ou téléphoner. Voilà, les couloirs de nos universités sont réduits à ça. Et quand il y a des débats, c'est du militantisme contre du militantisme. C'est souvent du wokisme. Donc c'est pour ça, moi je refuse ça parce que je considère que la sociologie, ça n'a jamais été du militantisme. Je définis plutôt les sciences sociales comme une manière d'illimiter le monde. Je joue un peu avec les mots en disant, quand on est militant, on est dans une contrainte de limiter, limiter le monde. Mais l'anthropologie, au contraire, c'est ouvrir le monde. C'est se dire, quand on travaille sur les cicatrices, sur le visage, sur la douleur, etc., c'est dire, il y a des milliers de manières de vivre le rapport à la douleur, de vivre le rapport au visage. Personne n'a raison, personne n'a tort, mais nous sommes infiniment libres parce qu'il y a une construction sociale, culturelle qui pourrait être différente. Et moi, c'est ce que j'ai appris quand j'étais justement plus jeune et très mal dans ma peau. J'ai eu l'impression de découvrir parfois la liberté à travers la sociologie. Je me disais, j'aurais pu finalement être quelqu'un d'autre. Voilà. D'ailleurs, j'ai essayé d'écrire tous mes livres en me disant, j'aurais pu naître femme, j'aurais pu naître il y a un siècle ou dans 50 ans, mais j'aurais pu aussi naître dans la cordillère des Andes, dans une société traditionnelle. Et comment j'aurais fait mon anthropologie si par exemple j'avais fait des études à Santiago du Chili ou ailleurs, pour ne pas rester local en quelque sorte. J'aime énormément la formule de cet immense écrivain portugais que j'adore, c'est Miguel Torga, qui dit l'universel, c'est mon village, moins les murs. L'universel, c'est mon village, moins les murs. C'est une phrase absolument fabuleuse. Et donc, on devrait méditer dans le monde d'aujourd'hui qui est fondé sur l'identitarisme absolu. On veut enclore son village contre toute forme de différence. Voilà. Donc, pour moi, l'anthropologie, c'est ça. C'est ouvrir le monde. C'est pour ça que presque tous mes livres se terminent par des ouvertures, d'ailleurs. Tout à fait. Quand on me dit des fois, on va dire à Monsieur Le Breton de conclure. Non, moi je ne conclus jamais. Flaubert disait, la bêtise c'est de conclure. Mais je crois qu'il faut toujours ouvrir dans un débat, dans un livre, dans un article, ne serait-ce que parce qu'on n'a jamais raison. Évidemment, simplement, on est une voix parmi d'autres et on essaie de comprendre avec le maximum de rigueur. Mais le monde changera et puis. Alors on va passer de cet écran là qui nous éloigne et qui nous sépare et qui nous isole les uns des autres à notre écran le plus intime et le plus intime en fait. Qui pourrait être défini par la peau. Ce livre s'appelle Cicatrices, l'existence dans la peau. Et je dirais, alors je vais vous laisser le présenter, mais je dirais en tout cas que dans la fin de la conversation, on vous trouve extrêmement engagé, c'est-à-dire partie prenante, comme si vous disiez, moi en tout cas j'en ai pas de smartphone en fait, je me débrouille presque entièrement sans, à part chez Air France, on l'aura compris, mais voilà, sur ordinateur. Alors que sur l'histoire de
des cicatrices et de la peau, c'est comme si vous aviez un point de vue beaucoup plus professoral, beaucoup plus de sachant. Vous nous apportez énormément de matière sur l'histoire des cicatrices dans l'histoire, mais aussi dans les différentes sociétés, dans les différents moments de nos propres vies, etc., etc. Comment vous le présentez, vous, cet ouvrage, et la peau pour un anthropologue que vous êtes, qu'est-ce que ça représente? J'ai énormément écrit sur la peau, évidemment. J'ai commencé beaucoup à écrire sur la peau quand j'ai écrit La peau et la trace sur les blessures de soie, qui était une approche anthropologique des attaques au corps, des scarifications de nos adolescents, qui était aussi l'objet d'une enquête que j'avais menée avec une poignée d'étudiantes d'ailleurs, parce que les garçons n'ont pas voulu travailler sur ce sujet-là. Ça a mobilisé une poignée d'étudiantes qui ont eu envie de faire des interviews avec d'autres filles, de rares garçons qui s'entaillaient. Donc à ce moment-là, j'avais été contraint d'une certaine manière à réfléchir d'un point de vue anthropologique sur la peau, qui est vraiment une zone frontière finalement entre soi et l'autre, entre l'intérieur et l'extérieur, entre le dedans et le dehors, etc. Donc on comprend en effet qu'un adolescent, une adolescente en souffrance va attaquer la peau parce que c'est là où ça barre, c'est là où il y a quelque chose qui ne va pas, où il faut justement ouvrir entre guillemets à travers la blessure, à travers le sang, etc. Mais à un moment donné, cette souffrance, faut qu'elle sorte entre guillemets. Et évidemment, on pourrait dire que la formule des scarifications, c'est se faire mal, mais pour avoir moins mal. Alors j'ai cité d'innombrables fois cette adolescente de Strasbourg qui m'avait dit un jour « Je me fais mal à mon corps pour avoir moins mal à mon cœur ». Phrase absolument sublime et qui dit tout. Ouais, même plus besoin d'écrire un livre parce qu'on comprend effectivement ce qu'elle veut dire, comment une douleur délibérée, comment le recours délibéré à la douleur peut colmater une part de souffrance qui est dans la vie, qui est liée à l'inceste, aux maltraitances, aux abus sexuels, au sentiment d'être mal dans sa peau. De toute façon, la langue française est d'ailleurs d'une richesse incroyable. La linguistique tient une place très importante dans cet ouvrage. Pas la linguistique, mais ce que j'appelle l'inconscient de la langue. Ouais. Oui, c'est-à-dire quand je suis mal dans ma peau, on a un bon contact. Par exemple, on a un bon contact ou un mauvais contact, alors que simplement il y a de la parole qui est échangée. On dit de quelqu'un, il me hérisse le poil à chaque fois que je le vois. C'est quelqu'un qui me donne des boutons. Ou au contraire, on dira quand cette personne m'a dit ça, c'était comme un baume qui passait sur mon corps, etc. On voit donc comment il y a une puissance anthropologique dans la peau, dans une forme de réconciliation ou d'adhésion au monde, ou au contraire de rupture radicale avec le monde. Donc j'avais commencé déjà beaucoup à travailler sur l'anthropologie de la peau pour ce livre sur les scarifications, puis là j'y suis revenu de manière, je dirais, un peu plus paisible, un peu plus serein autour des cicatrices, parce que les cicatrices sont pas un sujet dur, évidemment, comme le sont les attaques au corps. Mais en même temps, dans l'histoire de ce livre, il y a quand même les scarifications. Parce que j'avais été frappé par le fait que beaucoup d'adolescentes ou de garçons que je croisais, quand je les interrogeais sur leurs cicatrices, même déjà il y a longtemps, ils me disaient, pour certaines, plutôt parler au féminin, quand je vois mes cicatrices, ça me rappelle un moment dégueulasse de ma vie, je veux plus voir ça, et je vais essayer de faire supprimer, mais de les faire supprimer par les procédures dont on dispose aujourd'hui avec la dermatologie, la chirurgie esthétique et autres. Mais d'autres me disaient à l'inverse, quand je vois mes cicatrices, ça me rappelle des moments très durs dans ma vie, mais j'ai été capable de les surmonter. Et quand je les vois, je me dis, donc ça prouve que je vais être capable aussi d'affronter les moments difficiles que j'ai devant moi en ce moment. Donc ça pose en quelque sorte le décor de la question des cicatrices. On a tous des cicatrices qui nous sont chères d'une certaine manière parce qu'elles incarnent une mémoire, des moments où on est tombé de son vélo, ou je sais pas, pas des moments qui ont été très dramatiques dans nos vies, mais par contre il y a d'autres cicatrices qui sont très très douloureuses parce que elles ont été l'objet d'un accident de voiture, d'une agression et autres. Et j'ai voulu donc interroger le statut affectif, en quelque sorte, des cicatrices,
en prenant plein d'exemples d'ailleurs, parce qu'il y a la maladie, et notamment le cancer du sein de femme. Oui, voilà. Oui, la prison. Voilà. Oui, voilà. Oui, c'est vrai. Oui, travaillant sur le corps depuis une éternité, malheureusement, parce que le temps passe. Je suis content de l'avoir fait. Je suis triste de voir comment le temps passe si vite. Mais donc j'ai été amené aussi à croiser à un moment donné les Amazones, c'est-à-dire des femmes qui ont été l'objet d'un cancer du sein, à qui on a fait une ablation d'un sein ou des deux seins, et qui ont refusé la reconstruction mammaire. Mais en revanche, qui ont recouru au tatouage, avec des merveilleux tatouages sur leurs cicatrices. Et donc là, j'avais beaucoup de choses à dire sur le sujet. Puis en plus, une tatoueuse de Lannion, si ma mémoire est bonne, m'avait demandé de faire la préface d'un petit livre qu'elle écrivait sur son métier, etc. Et puis elle était très renommée justement pour accueillir des femmes justement qui veulent reconquérir leur corps à travers le tatouage. Puis en plus, elle recevait aussi des ados qui s'étaient scarifiés et qui voulaient que leur cicatrice soit un petit peu dissimulée derrière un tatouage. Voilà, donc il y a effectivement tout ça, les prisons aussi, effectivement, les attaques au corps sont innombrables dans les prisons, mais là, toute la littérature carcérale l'évoque. Finalement, un détenu, la seule liberté qu'il a, c'est son corps. Il est privé de son autonomie, de ses déplacements. Il est réduit strictement à son corps. Donc, pour sentir qu'il existe, évidemment, il peut s'entailler, peut avaler des couteaux, des fourchettes ou se brûler, etc. Mais c'est aussi une forme de lutte contre l'administration pénitentiaire, contre la justice qui parfois fait traîner indéfiniment des dossiers. C'est une manière de changer de cellule, sans compter évidemment les grèves de la faim. Mais là, on est moins dans les cicatrices, évidemment, mais c'est le recours au corps, en tous les cas. Quand il n'y a plus rien, il y a toujours le corps qui reste. Donc c'est une sorte de panorama aussi, finalement, de beaucoup de travaux que j'ai pu mener à un moment ou à un autre, mais cette fois sous l'angle spécifique des cicatrices. Et qu'est-ce qu'on fait des cicatrices? Et puis j'ai commencé par le nombril, évidemment, parce que on oublie toujours que quand même le nombril, c'est la cicatrice des origines. C'est le moment où en effet on s'est séparé de nos mères et on a commencé à voler de nos propres ailes. Et beaucoup de mères, en donnant naissance, on garde aussi une cicatrice. Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Oui. Cicatrice de césarienne et autres. Oui, bien sûr. Oui. Est-ce que se pose, quand on écrit ce genre d'ouvrage, est-ce que se pose la question des cicatrices invisibles, en fait, ensuite, pour... Oui et non, parce que de toute façon, derrière toute cicatrice, il y a aussi de l'invisible, et c'est ce que décrivent évidemment beaucoup de chirurgiens esthétiques. Beaucoup parlé, et j'ai souvent cité Maurice Mimoun, dont j'aime énormément le travail, et qui évoque par exemple des patientes ou des patients qui viennent les voir. Je me rappelle, Mimoun décrit une patiente qui vient avec une copine d'ailleurs, elles viennent toutes les deux. Et puis Mimoun les regarde et dit mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et puis l'une des filles dit voilà, j'ai une cicatrice, je ne la supporte plus, je veux absolument que vous me l'enleviez. Et Maurice Mimoun dit mais pourquoi vous me demandez ça? Moi-même qui suis un spécialiste, je ne l'ai même pas vue. Mais à ce moment-là, la fille explique que quand elle était petite fille, elle avait renversé une casserole, de l'eau bouillante qui lui était tombée dessus, et sa mère ne s'en était absolument pas préoccupée. Donc la cicatrice était finalement une sorte de mémoire tragique d'une forme de maltraitance, d'un manque d'amour, etc. Et cette jeune femme donc voulait ne plus avoir ça sous les yeux. Elle ne voyait que ça. Même si les gens autour d'elle, pour eux, ça n'avait aucune incidence. Et d'ailleurs, Mimoun dit aussi qu'il lui arrivait de voir des gens qui avaient le visage abîmé, défiguré, etc. et qui venaient le voir pour des cicatrices qui lui paraissaient à lui totalement mineures. Et il se disait, mais ce gars, quand il est à la piscine, tout le monde doit se retourner sur lui, et en même temps, il vient me voir pour une cicatrice que pas grand monde ne va repérer au regard un peu du désastre qu'est son visage, etc. Donc, à mon avis, dans toute cicatrice, il y a une part d'invisible qui est mais j'ai pas parlé évidemment du trauma, des cicatrices, des blessures psychiques entre guillemets, parce que là déborderait. J'ai vraiment parlé des cicatrices en tant qu'elles touchent qu'elles laissent une empreinte sur le corps, une empreinte de mémoire, un signe d'identité aussi sur le corps. Et puis, pour clore cet ouvrage, en fait, un retour à,
vous l'avez dit en début de rencontre, hein, vous êtes un passionné de littérature, de cinéma, de musique, etc. Et la mythologie, pour finir sur ce... Et un Ulysse qui se fait reconnaître contre sa volonté, mais par sa cicatrice, à cause de sa cicatrice. Oui, voilà, c'est ça. La nourrice Alcman, c'est ma mémoire, son nom est Alcman, c'est ma mémoire est bonne, qui à qui pas Antigone, mais Pénélope. Voilà. Merci. Pénélope a dit à Alcman d'aller s'occuper d'Ulysse. Pénélope n'a pas reconnu Ulysse, hein, évidemment, parce qu'Athéna a fait en sorte de toute façon qu'elle ne reconnaisse pas. Le monde grec est merveilleux parce qu'il y a des dieux partout qui interviennent et qui changent le regard des uns et des autres. Le monde grec, c'est le monde de la conversation par excellence. Hein. Tous les grands textes de l'Antiquité, Socrate chemine avec ses disciples, et voilà. Alors je reviens à Ulysse. Alcman voit Ulysse et reconnaît immédiatement la cicatrice et commence à intervenir. Et je sais plus là du coup si c'est Ulysse ou si Athéna qui fait en sorte que tais-toi, etc. C'est ça, c'est Ulysse. Mais la cicatrice vraiment comme signe d'identité. Et d'ailleurs, vous le savez bien, sur les champs de bataille ou quand on découvre un cadavre quelque part, souvent, et quand il n'y a aucun papier d'identité, ce sont les cicatrices qui vont jouer les tatouages aussi, parfois les empreintes dentaires, etc. Mais de manière plus immédiate, en tous les cas, il y a les cicatrices qui font qu'on reconnaît un proche, évidemment, parce qu'on n'a pas les mêmes cicatrices les uns les autres. Oui, donc c'était bien de terminer avec Homère, parce que c'est le commencement de l'histoire de la littérature. Exactement. C'est fascinant qu'on puisse lire encore Homère 2500 ans après. C'est prodigieux, ça montre la puissance de la littérature. Avant de laisser la parole au public, ma dernière question, sur quoi portent vos travaux actuellement ? Ça, c'est une question immense parce que j'écris toujours sur plein de choses. Donc dans le train tout à l'heure, j'ai corrigé 2-3 articles. Et puis j'ai retravaillé des grands chapitres disons qu'il y en a 2 prochains. Il y en a un qui est plus intime, plus personnel, où j'ai eu envie de revenir sur mon parcours, pas sur un mode narcissique, pas du tout, mais plutôt m'interroger sur mon cheminement d'un milieu très populaire au Mans jusqu'à l'université de Strasbourg, et puis la réception ou pas. C'était très compliqué que l'anthropologie du corps soit reconnue en France. Donc l'anthropologie du risque aussi d'ailleurs, parce que c'était considéré par mes collègues quand j'écrivais ces livres comme un truc de psychiatre ou de médecin, conduite à risque par exemple. J'ai eu le bonheur de diriger plein de thèses sur les conduites à risque ou sur le corps, mais d'une certaine manière, ça a été un combat, ça a été une certaine forme de résistance, voilà. Donc j'ai eu envie de revenir sur tout ça et puis d'interroger aussi le monde contemporain davantage à la première personne et plus de dire ce que je pense d'un certain nombre de choses, mais sans moraliser jamais, sans faire de militantisme jamais. Je pense qu'il y a, comme les sociologues de l'école de Chicago, je crois qu'on peut changer le monde de manière comme Erving Goffman, que je cite souvent aux étudiants, parce que Erving Goffman, c'est l'un des plus grands sociologues de l'époque, qui a été stigmatisé par ses collègues qui considéraient que Goffman ne faisait pas de la sociologie. Il s'installait sur un banc dans une ville, il regardait les gens passer, puis il faisait, voilà. Aujourd'hui, Goffman est traduit dans le monde entier. Les gens qui trouvaient que Goffman n'était pas sociologue mais faisait de l'amateurisme ont disparu complètement de la mémoire de la sociologie. Mais il y a 2 grands livres de Goffman qui ont changé les États-Unis et qui ont changé aussi notre regard sur le monde. Il y a eu Asile, qui est une approche ethnographique d'un hôpital psychiatrique aux États-Unis, où Goffman, mine de rien, décrit la violence qui s'y déroule. Également le trafic d'alcool, les passe-droits, etc., etc. Et quand on lit Asile, on se dit bon sang, mais l'institution psychiatrique est vraiment le chaos. Oui, voilà, oui, mais aussi la violence. Et à l'époque, il y avait Vol au-dessus d'un nid de coucou, le grand film de Milos Forman avec Jack Nicholson, qui était aussi dans le même esprit, mais sûrement dans la même inspiration. Donc, les Américains qui ont lu Asile se sont dit, mais c'est insupportable qu'il existe dans
C'était une autre Amérique que celle d'aujourd'hui, évidemment. Et donc, ces Américains des années 60-70, qui étaient encore imprégnés d'humanisme et autres, ont eu envie de changer l'institution psychiatrique américaine. Bon, ça n'a pas été toujours pour le meilleur, parce qu'ils ont fermé beaucoup d'institutions, il y a eu beaucoup de sans-abri, enfin beaucoup de personnes psychiatrisées qui se sont trouvées sans-abri, et bon, je passe là-dessus. Mais en tous les cas, il a changé le regard, et l'autre grand livre de Goffman, c'est Stigmate. Une approche absolument saisissante des situations de handicap, où il aborde le handicap sensoriel, le handicap physique et autres, et de façon impitoyable. Et quand on lit ça, ou quand on lisait ça, justement, dans les années 70-80, à une époque où il n'y avait aucune accessibilité des lieux, où tout le monde s'en foutait complètement, où il n'y avait aucune personne handicapée en fauteuil dans les rues, etc. Quand on lisait Goffman, fin des années 70, comme moi, comme étudiant, je vais dire, on se disait, mais bon sang, c'est vrai, pourquoi? Mais pourquoi ces hommes, ces femmes n'ont-ils pas davantage de place dans le monde, etc. Parce que Goffman décrivait des scènes de vie quotidienne qui faisaient mal au cœur, voilà. Et donc, il a aussi contribué à changer le statut des personnes handicapées. Il était canadien, d'origine, je crois. Des villes comme Vancouver, par exemple, à mon avis, sont le symbole même. Dans les rues de Vancouver, vous croisez presque autant de personnes en fauteuil que de personnes qui vont à pied, puis des gens de toutes les formes de marginalité possibles se rencontrent, se croisent là-bas. Voilà, ben c'était ça la leçon de Goffman. Mais à aucun moment Goffman dit « Regardez comme c'est dégueulasse, c'est nul, dénonçons, changeons ». Non. Il nous laisse réfléchir. Voilà, moi aussi, c'est ce que j'ai essayé de faire à mon niveau. C'est aux lecteurs, c'est à nos étudiants de prendre position. C'est pas à nous de leur dire comment il faut penser. Merci beaucoup. Merci à vous. D'abord, merci pour votre intervention, mais vous avez fait allusion rapidement à un phénomène sociologique qui nous semble très important et nouveau. C'est celui du tatouage. Ce phénomène très important actuellement, qui nous paraît distinct du tatouage des sociétés dites primitives, qui étaient des phénomènes d'appartenance, et là sont des phénomènes d'individualisation, avec ce phénomène un peu massif, très probablement nous semble lié à des problèmes d'individualisation. On voit apparaître également des problèmes de volonté d'effacement de tatouage, ce qui est un phénomène physiologique difficile. Comment expliquez-vous, dans une société qui est de plus en plus individualiste, qu'il y ait ce besoin de reconnaissance individuelle par le tatouage ? Je crois que dans votre question, vous répondez déjà à la question à travers le vocabulaire qui est le vôtre. Tout ça démarre dans les années 90. J'ai dit que l'individualisation démarrait vraiment dans ces années-là. Non pas qu'elle n'existait pas auparavant, mais si vous vous souvenez, pour beaucoup d'entre vous, des années 60-70, par exemple, les cultures de classe étaient omniprésentes. Moi, j'ai grandi au Mans, où la culture syndicale, la culture ouvrière était extraordinairement présente. Également, il y avait des cultures régionales qui étaient extrêmement présentes, en Alsace, par exemple, ou en Bretagne ou ailleurs. Je connais moins votre région, mais en tous les cas, il y avait une très très forte appartenance locale. Aujourd'hui, tout ça n'a plus aucun sens, parce que les cultures de classe ont volé en éclats complètement. Il n'y a jamais eu autant d'inégalités sociales, en revanche. Mais il n'y a plus rien qui unit les individus à l'intérieur de ces classes, où il n'y a pas grand-chose qui les unit, hormis des intérêts. Mais plus des visions du monde, comme c'était le cas encore dans les années 60-70. Les appartenances régionales deviennent plutôt folkloriques d'une certaine manière, parce que moi qui vis, la plupart de mes collègues viennent d'ailleurs, la plupart des gens que je vois à Strasbourg viennent d'ailleurs, non pas qu'il n'y ait pas des anciens. Quand je suis arrivé à Strasbourg à la fin en 89, effectivement, quand j'allais à la boulangerie, souvent j'entendais parler alsacien. Vous avez très 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 longtemps que je n'entends plus parler alsacien autour de moi, ou c'est rarissime dans un bus, des très vieilles personnes, mais les langues locales sont en train de disparaître, ou alors sont l'objet d'une forme de résistance, etc. Donc, qu'est-ce qui a remplacé ces anciennes cultures qui faisaient qu'on était ensemble dans la même ville, dans la même classe sociale, etc. C'est justement l'individualisation du lien social. À ce moment-là, on a commencé à voler de ses propres ailes, à assumer une forme de liberté personnelle, et c'est là qu'apparaissent plein de formes de transformation du corps. Ou alors des transformations du corps qui existaient auparavant, mais qui vont changer complètement de statut.
C'est-à-dire, le tatouage était l'un d'entre eux, parce que le tatouage est quand même très ancien dans nos sociétés. Il remonte au milieu du 18e, hein. Mais il touchait des populations de marins, de soldats, de bagnards, de milieux très populaires en tous les cas, des gangs également, un Casque d'or, le grand film de Jacques Becker, les groupes d'Apaches entre guillemets à Paris à l'époque étaient aussi tatoués, ils se reconnaissaient par des tatouages. Mais le tatouage était plutôt un phénomène masculin, populaire, de dissidence, il y avait vraiment une révolte sociale qui s'exprimait à travers lui, ou alors une coquetterie quand c'était des artistes ou des nobles, parce que déjà au 19e, il y avait un certain nombre de nobles qui se faisaient tatouer, ou Pierre Loti par exemple était tatoué. Bon, mais là on voit bien que on est dans la coquetterie, c'est une manière de dire je suis un grand noble ou je suis un grand écrivain, mais je m'en laisse pas compter par ailleurs. Regardez comme je suis populaire, populo, je sais pas. Voilà. Donc, mais le tatouage change complètement de statut déjà aux États-Unis dans les années 70-80, mais en France, enfin en Europe dans les années 90, devient un phénomène beaucoup plus large, beaucoup plus esthétisant, parce que les motifs évidemment antérieurs à ces années-là étaient des motifs souvent pornographiques, souvent violents, agressifs, ou alors de bandes dessinées, etc. Mais tout d'un coup, ils deviennent vraiment beaucoup plus élaborés avec des artistes. Là, on est donc dans les années 90. Donc le tatouage change de statut, il se valorise. C'est l'émergence du piercing également, qui devient une forme très valorisée de distinction de soi. Mais c'est aussi, dans d'autres domaines, la chirurgie esthétique, qui prend son essor de façon prodigieuse. Quand j'étais étudiant, je me souviens d'un reportage du Nouvel Observateur de l'époque, donc à la fin des années 70, où la journaliste dénonçait les chirurgiens esthétiques comme étant des espèces de salauds qui profitaient du complexe des femmes, de certaines femmes. C'était quasiment son vocabulaire. Aujourd'hui, dans n'importe quel magazine féminin, vous avez la liste de toutes les procédures, même la caricature, c'est que vous lisez en ce moment d'ailleurs, quelles sont les opérations que vous allez faire cet hiver pour être magnifique sur les plages cet été. Et on vous dit le prix, les meilleurs spécialistes, la durée de cicatrisation, tout un tas de trucs comme ça. Voilà. Changement donc radical de valeur de la chirurgie esthétique, du culturisme, qui est aujourd'hui très en vogue, mais dans les années 70-80, rappelez-vous du fameux dessin de Henri Serre qui montre un type qui fait un culturiste. On voit que sa cervelle, son cerveau est tout entier dans son bras. Il a le front assez bas. Voilà ce qu'était la manière d'Henri Serre de dire, moi, ils en ont plein les bras, mais ils n'ont pas grand-chose dans la tête. Aujourd'hui, c'est plus difficile de dire ça, parce que effectivement, le culturisme est pas énormément développé, même chez les toutes jeunes générations. Voilà, et beaucoup de femmes d'ailleurs rejoignent ce phénomène. Bon, voilà, donc les régimes alimentaires qui étaient inexistants dans ces années 80, hormis pour des raisons médicales, commencent à prendre leur essor pour mincir, pour contrôler son corps. Bon, voilà. Vous avez plein de choses qui se jouent dans ces années 90, qui sont des formes d'appropriation de son corps. Voilà, je veux faire de mon corps quelque chose qui n'appartienne qu'à moi. Vous voyez, on n'est plus dans des cultures, c'est la fin des grands récits de Jean-François Lyotard, alors on invente son propre petit récit. J'ai fait ci, j'ai fait ça, etc., etc. Donc c'est lié en effet à l'individualisation du lien social, et aujourd'hui, effectivement, je suis souvent au Brésil, on a l'impression que tout le monde est tatoué, et puis pas des petits tatouages, des grosses pièces au niveau des jambes, au niveau des bras, au niveau du dos, etc. Donc voilà, on voit qu'il y a une prise d'extension absolument considérable du tatouage, une forme heureuse d'esthétiser son corps, d'être bien dans sa peau. De changer de peau pour des ados, parce que c'est très important aussi. C'est ça qui fait d'ailleurs que je me suis intéressé au tatouage dans deux de mes livres. Au début, je pensais pas du tout travailler là-dessus. Quand on m'avait posé la question dans les années 90, à une époque où j'avais déjà pas mal publié, la personne qui m'avait dit tu devrais travailler sur le tatouage, j'avais répondu non, c'est trop compliqué parce que les tatouages sont tellement différents d'une société à une autre, et puis chez nous c'est encore différent, etc. Il faudrait faire une immense enquête, j'ai pas envie de faire ça, c'est pas des choses beaucoup plus urgentes.
Mais c'est le fait de côtoyer des ados en conduite à risque ou en fin de conduite à risque qui me disaient « Depuis que je me suis fait tatouer, ça va beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux dans ma peau, beaucoup mieux dans mon corps. Je commence à faire des choses, etc. » À ce moment-là, je me suis dit « Si je ne travaille pas sur le tatouage, je vais louper quelque chose de très important dans la reconquête de soi qui touche énormément de nos jeunes. » Et dans les interviews que j'ai pu faire à l'époque, certains me disaient « Avant, j'avais horreur de mon corps, mais maintenant grâce à mes tatouages, je suis fier. » Je me rappelle d'un garçon qui d'ailleurs est devenu tatoueur, qui m'avait dit « J'ai tellement honte de mon corps, je me trouve tellement moche que jamais je ne vais sur les plages, je ne vais jamais à la piscine. » Mais maintenant que je me suis fait tatouer, alors je suis fier, je suis heureux d'aller me baigner, etc., etc. Vous voyez, ces formes de guérison, d'auto-guérison, de reconquête de soi, etc. Ça, c'était extrêmement courant. Enfin, c'était assez courant dans ces années 90, début des années 2000, au début du phénomène tatouage. Aussi piercing, d'ailleurs, puisque c'est allé un peu de pair. Le piercing a un peu perdu de son essor, mais le tatouage ne cesse de gagner du terrain partout dans le monde, d'ailleurs. Merci, monsieur le Breton, pour cette conférence absolument passionnante et vos questions qui étaient très, très, très intéressantes. Et moi, dans tout ce que vous avez dit, il y a un mot qui m'a obsédé, qui n'a pas été présent dans votre discours. Alors, je vous pose la question. Est-ce que vous êtes un historien ? Alors, au sens universitaire, épistémologique, etc., etc., etc. Et alors, pourquoi je me pose la question et pourquoi je vous la pose? Vous avez un titre de livre qui s'appelle, par exemple, Fin de la conversation. Ça veut dire qu'il y a un avant, un passé. Et dans tout ce que vous dites, cet avant, ce passé est complètement présent. Et autre raison, vous parlez longuement du tatouage, apparemment avec une très, très grande passion. Et le tatouage remonte très loin dans l'histoire de l'humanité. Oui, alors, je me demandais ce que cette présence très ancienne du tatouage pouvait intervenir dans votre pensée, dans vos analyses et dans votre travail. Alors, je sais que c'est une grosse question que je vous pose, mais j'ai presque envie de dire que c'est de votre faute si je vous la pose. Non, mais écoutez, je travaille énormément avec les historiens. D'ailleurs, Georges Vigarello est un grand ami. On est souvent mis ensemble, d'ailleurs, dans des débats, dans des échanges sur tout un tas de thèmes. Parce que finalement, Georges Vigarello interroge souvent le monde présent et à travers son travail d'historien. Et moi, j'interroge souvent le monde présent à travers l'histoire. Donc, vous avez raison. Tout à l'heure, j'ai dit le tatouage apparaît au milieu du 18e, mais ça, c'était plutôt par rapport à nos sociétés. Mais c'est effectivement, pour moi, c'est l'origine même de la condition humaine. Je pense que les premiers humains ont décoré leur corps de façon provisoire ou durable, même si la première trace dont on dispose, c'est celle du fameux Otzi, qui date de 5-6 000 ans seulement. Mais on peut penser que c'est de toute éternité que les humains ont décoré leur corps. Alors pour moi, finalement, l'histoire, il y a une parenté entre l'histoire et l'anthropologie. L'anthropologie va chercher dans l'ailleurs une relativisation de nos valeurs, de nos activités, enfin du système de sens de nos sociétés contemporaines. On se dit, nous on fait ça. C'est un peu l'histoire de Montesquieu. Hein, comment peut-on être persan? Alors bon, on va interroger les persans pour se dire, mais pourquoi on fait des trucs aussi bizarres que de se tendre la main pour se dire bonjour? Pourquoi est-ce qu'on fait la bise à certaines personnes et pourquoi pas à d'autres? Pourquoi on en fait deux bises dans tel endroit et 4 dans un autre, etc. Voilà. Donc ça, c'est l'anthropologie. C'est la relativisation de nos coutumes, de nos rites d'interaction, de nos ou de notre rapport au visage, à la douleur, etc. L'histoire, c'est un dépaysement, mais dans le temps. Oui. C'est-à-dire qu'en interrogeant en lisant les historiens, on découvre que le monde médiéval ou l'antiquité grecque ou latine ou autre, c'était un tout autre monde où il y avait un autre rapport. En ce moment, je suis en train de travailler sur le sommeil, par exemple. C'était mon deuxième livre. Oui, quand on travaille sur l'histoire du sommeil, on voit que d'abord les gens couchent pas du tout sur les mêmes, historiquement et même ethnographiquement aujourd'hui. Les gens couchent pas forcément dans un lit, dans des draps, mais ils peuvent coucher par terre, sur une bûche, etc., etc. Donc l'histoire pour moi c'est très très important. J'ai une immense bibliothèque qui va de la cave au grenier, où j'ai plus de livres que la bibliothèque des sciences sociales. Mais j'ai autant de bouquins d'histoire que des bouquins de sociaux ou d'anthropologie ou de philo ou de littérature.
peinture ou autre. Tout m'intéresse de toute façon. Merci. Oui, bonsoir monsieur. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, bon. Je vous ai entendu très mal parce que je suis à moitié sourd et j'ai oublié mes appareils. Ce qui fait que je peux être peut-être hors sujet complètement. C'est bien possible. En tout cas, je voulais vous poser une question. Quelle est votre idée? Comment se fait-il que tout le monde s'est enfermé avec une rapidité fantastique dans son appareil, de son smartphone? Je suis peut-être le seul à Montpellier à ne pas en avoir. Volontairement. Non, mais tout le monde me dit que je connais rien, je peux pas vivre comme ça. Et c'est vrai que ça coupe complètement des autres. Alors, on finit par s'enfermer chacun dans sa coquille. Il n'y a plus aucune communication. Vous voyez, plus aucune conversation. Il n'y a que celle de Trump ou je sais pas quoi. L'autre, là, son grand copain, là, qui fabrique des voitures et qui gagne 40 milliards d'euros par an, quoi. Je sais pas ce qu'il en fait, mais enfin, moi, je ne sais pas trop ce qu'il en faire. Et il n'y a aucune discussion publique maintenant. Rien du tout, quoi. Chacun dans son truc, éventuellement son club. L'un fait de ceci, l'autre de cela. Mais il n'y a aucune possibilité de s'exprimer. Oui, mais écoutez, je vous remercie de votre témoignage parce que finalement, il est très révélateur de beaucoup de choses qu'on a dit aujourd'hui. Il ne s'agit pas forcément de partir en guerre contre le smartphone, mais en tous les cas, de constater en effet que la conversation tend à diminuer énormément dans nos sociétés d'aujourd'hui, qu'on a de plus en plus, on n'a jamais autant communiqué, mais on ne s'est jamais aussi peu rencontré, que jamais la détresse des jeunes a été aussi importante aujourd'hui. Hein, c'est important de le rappeler parce qu'on pourrait dire, comment? Ben non, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a effectivement un phénomène d'addiction entre guillemets, mais l'addiction elle est contenue d'une certaine manière dans l'outil parce que c'est un outil qui ne coûte pas cher, qui vous donne accès à d'innombrables informations, etc. Mais en même temps, beaucoup de gens et puis on peut passer des heures. Il y a pas longtemps, je discutais avec un écrivain qui me disait vous avez écrit sur la fin de la conversation sur le smartphone. Il faut absolument que je vous raconte ce qui s'est passé hier. Je voulais regarder, je sais pas, la date de naissance de quelqu'un, d'un auteur ou autre. Je me suis rendu compte que 3 heures après, j'y étais encore. Mais ne me demandez pas ce que j'ai fait pendant ces 3 heures, je ne me rappelle absolument plus. Voilà. Et ça, c'est typique effectivement de ce qui se joue avec le smartphone, c'est qu'on est en permanence dans le divertissement, mais il y a un tel déluge d'informations qu'on ne se souvient absolument plus de rien. Alors que quand on a lu un roman, quand on a vu un film assis dans une salle, on se souvient de toutes les émotions qui nous ont traversées. C'est pas possible il y a trop d'informations tue l'information, ça les gens de la communication le disent d'ailleurs très bien. Ben voilà, c'est le monde d'aujourd'hui, c'est ce qui explique l'amnésie d'ailleurs et qui amène des gens comme Trump et compagnie au pouvoir. On n'a plus du tout mémoire des tragédies antérieures, de la culture générale. Je crois que c'est un phénomène que tout le monde observe tend à disparaître complètement aujourd'hui parce que la culture générale est remplacée par Wikipédia et autres. Il y a le formatage de l'esprit de nos enfants aujourd'hui. Donc on se bat pour éviter le téléphone portable, au moins au collège et sans doute au lycée, parce qu'on se rend compte que les gamins n'ont plus aucune attention au prof, à l'instituteur qui est là. Donc leur esprit est complètement formé. Et là d'ailleurs des neuroscientifiques le disent très très bien. On connaît le bouquin de Desmurger sur la fabrique du crétin digital, mais plein de travaux en neurosciences montrent qu'en effet, quand on est en permanence devant son smartphone, on a le cerveau qui va être structuré d'une certaine manière et qui fait que, on le voit avec nos étudiants, nos propres étudiants, même en sociaux, on pourrait dire c'est vraiment le lieu par excellence où on a envie d'interroger la société. Mais ils ont énormément de mal à lire simplement un article. Enfin, en tous les cas, au moins jusqu'en licence. Après, on peut avoir des étudiants absolument remarquables. Mais parce qu'on a fait un tri, justement. Et il nous reste en thèse ou en master des étudiants qui lisent, qui vont au cinéma, au théâtre, voir les spectacles chorégraphiques ou autres. Mais les autres, par contre, on a du mal à leur faire lire simplement 2 ou 3 pages. Et je vous assure que quand on corrige les copies, jusqu'en licence, c'est absolument effrayant.
Ça, c'était impensable quand j'étais étudiant, où on lisait tous énormément, on allait au cinéma, on débattait sur plein de sujets, puis on faisait pas des fautes d'orthographe ou des fautes de syntaxe dans toutes les phrases. Heureusement, ils sont pas tous comme ça, je sais bien, mais c'est quand même révélateur, effectivement, de l'emprise. On pourrait parler d'emprise du smartphone sur la condition humaine, d'une certaine, parce que c'est pas uniquement les ados, évidemment. Oui, bonsoir. Non, mais... allez. Moi, voilà. Je voulais dire ma déception. Voilà. Je voulais dire ma déception parce que je suis une lectrice de vos œuvres depuis très longtemps. J'aime vraiment ce que vous faites. Et sur ce qui est la conversation, j'ai trouvé que c'était justement aller un peu trop vite à la conclusion. Comme vous, j'ai traversé plein d'époques et je trouve que effectivement, les gens sont sur leur smartphone, mais quand ils en sortent, ils sont vraiment présents. Parce qu'il y avait des conversations avant qui étaient inintéressantes. Et franchement, je trouve qu'il y a une qualité. Je sais pas, moi, je suis aussi très observatrice. Vous montez dans un tram. Vous posez une question, je sais pas pourquoi, à votre voisin qui est pris dans son smartphone avec ses écouteurs, et pour autant, un instant, il arrête tout ça, il devient extrêmement présent. Et je trouve qu'il y a une forme de présence aujourd'hui qui est belle aussi, et que le smartphone ne tue pas. Voilà. Oui, mais ce que vous décrivez, on l'avait auparavant à foison dans la vie quotidienne. Mais sinon, je suis complètement d'accord avec vous. Je n'ai jamais dit que la conversation avait disparu. C'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. Je n'ai jamais dit non plus que la conversation, c'était un échange fabuleux d'échanges. Je dis à maintes reprises dans le livre que simplement échanger avec son voisin, saluer son voisin, lui dire je vais au boulot ce matin, et votre voisin va peut-être vous répondre le travail c'est la santé, on a entendu ça 1 milliard de fois. Bon, en même temps, on va échanger un sourire, on va échanger et on va dire bonne journée à vous, etc. Ça, c'est aussi une conversation. Mais ça, c'est aussi, ça commence à être abîmé par le fait que vous croisez des gens qui vous ont même pas vu. C'est ce que disait d'ailleurs monsieur tout à l'heure, et c'est ce que j'ai souvent entendu. Donc pour moi, il s'agit d'interroger l'ambivalence du monde. Là, c'est un livre sur la fin de la conversation, donc je vais pas faire l'éloge de la conversation puisque c'est pas du tout mon sujet. Je parle en revanche de l'histoire des arts de la conversation. Là, on retrouve évidemment l'histoire parce que surtout la Renaissance a été passionnée par les arts, la manière de parler, la manière de tenir son corps, etc. Donc, je fais pas l'éloge de ça parce que je sais bien qu'il y a des conversations oiseuses, des conversations merveilleuses. Il y a des conversations qui ont changé nos vies. Il y en a qui ont brisé des amitiés parce qu'on a découvert que l'autre avait des idées qui étaient inacceptables à nos yeux. C'est ça la conversation. C'est aussi l'aléa, c'est la surprise, etc. Mais mon objet, c'était justement d'interroger ce que devient la conversation dans le monde d'aujourd'hui. Et je ne veux pas être dans le je sais bien, mais quand même, parce que c'est un peu votre situation, parce que j'ai beaucoup entendu ça, des gens qui sont complètement d'accord avec moi, mais qui me disent, bien sûr, vous avez raison, mais quand même, est-ce qu'on pourrait pas être plus optimiste? Mais ça sert à rien de dire un truc comme ça, parce que le monde va son chemin de toute façon, et puis c'est à nous de résister. Je suis bien d'accord avec vous qu'on peut avoir. Moi, quand je vois des étudiants, j'ai toujours des échanges passionnants avec eux, parce qu'évidemment, quand ils viennent nous voir en tant qu'enseignants, ils n'ont pas leur portable sous le nez. Ils viennent pour discuter avec eux de leur sujet de thèse ou autre. On a des échanges formidables avec eux. Donc, j'ai jamais dit que la conversation est totalement disparue. J'aime pas être taxé de pessimisme, parce que je fais une distinction fondamentale entre le pessimisme moral, qui voudrait dire tout fout le camp, voilà, revenons au monde passé. Moi, je suis un pessimisme dans ce cas-là méthodique. C'est-à-dire, je veux interroger justement ce qui va mal dans le monde d'aujourd'hui, mais sans donner de recettes. D'ailleurs, je dis à la fin que c'est un combat un peu perdu. Si on a le fantasme de supprimer le smartphone,
Même les politiques n'y arriveront pas, évidemment, c'est absolument impossible. Le problème d'ailleurs, c'est que le pouvoir, il est du côté des Musk et compagnie, quoi. C'est-à-dire les gens qui sont les plus riches du monde et qui font en sorte qu'on reste devant nos téléphones portables. X, par exemple, malheureusement, on finance, enfin les gens qui sont sur X financent Trump et puis financent le pire de la politique. Hein, voilà. Mais par contre, plus on est longtemps derrière son écran, plus on apporte de l'argent à ces gens-là, les Silicon Valley, parce que ça fait des recettes publicitaires, etc. D'où d'ailleurs le fait que des X et autres, TikTok, font en sorte qu'il y ait le maximum de polémiques, parce que quand il y a des polémiques, évidemment, ça passionne tout le monde, et à ce moment-là, il y a plein de gens derrière leur écran pour répondre, pour dire qu'ils sont pas d'accord, et pendant tout ce temps-là, ils engrangent des bénéfices. On est complètement manipulé d'une certaine sens, entrer dans, il s'agit pas pour moi d'être dans le complotisme, mais c'est vrai que quelque part, on fait le jeu, en tous les cas, d'un hypercapitalisme extrêmement violent, agressif, dangereux et autres, et qui nous empêche justement d'avoir davantage ces échanges. Auparavant, c'était vachement banal de parler dans un train. Aujourd'hui, vous en faites l'éloge parce que c'est rare, et ça se passe bien. Mais moi, je préfère, dans ce cas-là, le temps où il y avait toujours des échanges avec nos compagnons de voyage dans le train ou autre. Aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus, de toute façon. Hein. Moi qui prends énormément le train, je peux vous dire que ça m'arrive pratiquement jamais d'avoir des échanges avec des gens. Volontiers, même en lisant, je vais dire, on pourrait dire, vous lisez tel livre, c'est un livre passionnant, etc. Mais de toute façon, on n'ose plus aussi. Je crois qu'on a de plus en plus les interactions deviennent de plus en plus difficiles, je pense. Et comme me disait monsieur, on est chacun enfermé dans sa coquille, dans sa bulle, et d'où cette montée de la souffrance des jeunes générations qui a été pointée récemment, la montée de la souffrance des personnes âgées, parce qu'on l'entend partout, des personnes à qui on ne dit plus bonjour, qu'on ne salue plus dans les immeubles, etc. Bon, voilà, c'est la rançon de ce divertissement anti-pascalien. En même temps, presque un clin d'œil à Pascal qui disait que tout le malheur des hommes, c'est de pas rester dans leur chambre enfermés, etc. Et rappelez-vous du temps du confinement, tout le monde se lamentait sur le manque de contact, alors que paradoxalement jamais on avait autant communiqué. Je rappelle ces paradoxes quand même. Aujourd'hui, où il n'y a plus de confinement, la communication passe partout, mais on voit bien qu'il y a très très peu de contact dans la vie quotidienne avec les gens qui nous entourent et nos compagnons de train ou de bus ou autre. Peut-être une dernière question. Oui, bien que je partage en partie ce que vient de dire Madame, moi j'ai l'impression, pour avoir j'ai vécu très longtemps et vécu beaucoup de mondes différents, que nous sommes dans un univers délirant. Et la question que je me pose, c'est combien de temps ça va pouvoir durer? Parce que il me semble qu'on va pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Bon, voilà. Je suis peut-être pessimiste, mais de toute façon... Je sais pas, je crois que vous n'avez pas trop tort, parce que quand on voit la montée des extrêmes politiques, la montée de l'antisémitisme en France ou des tas de choses comme ça, effectivement, il y a de quoi avoir froid dans le dos, de l'oubli de l'histoire et des menaces qui pèsent sur nous. Mais plutôt que d'inquiétude, moi je citerai forcément Fernando Pessoa sur l'intranquillité. Dans l'inquiétude, évidemment, il y a quelque chose d'un peu moral. Dans l'intranquillité, non, ça veut dire restons sur le qui-vive, parce que les menaces sont absolument partout. Qu'est-ce qui va se passer avec Trump au pouvoir, au regard de tous les vengeances qu'il veut mettre en œuvre contre les gens qui ont voulu le barrer, sa proximité avec la Russie, enfin je sais pas, on peut avoir quand même très peur au niveau géopolitique, au niveau social, et puis c'est un symptôme aussi d'ailleurs du fait que la générosité tend vraiment à disparaître, et la hargne, le ressentiment. Pour moi d'ailleurs le ressentiment c'est le sentiment le plus partagé dans le monde d'aujourd'hui. Le ressentiment est partout. L'idée de se venger est absolument partout. On l'a connu avec le djihadisme. Il y a encore quelques années en France, et les attentats, c'était pour se venger des Français qui n'avaient pas donné leur chance à d'autres, etc., etc. Donc, moi, je suis aussi un peu intranquille, en tous les cas, sur le monde qui vient. Sous Hitler, je suis née sous Hitler. Madame est née sous le régime hitlérien, oui. Sous Hitler. Oui. Et je vais mourir sous Trump.
Merci en tout cas, merci à toutes et à tous. Merci Monsieur Le Breton.